Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 4 mars. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Et d'ici quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui des avantages mais aussi des risques que représente l'usage de la géo-ingénierie pour le climat. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, les chauffeurs de taxi se mobilisent aujourd'hui dans plusieurs grandes villes dont Paris, Bordeaux et Toulouse. Ils contestent une nouvelle convention liant les taxis à la caisse primaire d'assurance maladie. Ils estiment que leur rémunération n'est pas suffisante et demandent une renégociation de leurs conditions de rémunération et une table ronde avec le Premier ministre et les ministres concernés. Et le ministère des Armées a récemment publié une liste complète des armements et matériels militaires fournis par la France à l'Ukraine. Cette liste comprend une variété d'équipements tels que des gilets pare-balles, des fusils d'assaut, des canons, des lance-roquettes et du carburant pour les avions de chasse. En tout, plus de 50 types d'armements ont été livrés aux forces ukrainiennes entre février 2022 et décembre 2023. Pour une valeur totale de 2 milliards et 615 millions d'euros. Et après le salon de l'agriculture, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a annoncé de nouvelles actions à venir dans les 15 prochains jours. Les agriculteurs prévoient des mobilisations et des opérations sur le terrain sans spécifier les détails. Des blocages d'autoroutes pourraient être envisagés. Les agriculteurs sont déterminés à maintenir la pression pour être enfin entendu par le gouvernement. Et un tragique accident d'autocar a eu lieu sur l'autoroute A6 à Chailly-sur-Armançon. Une adolescente de 15 ans en route pour une colonie de vacances a perdu la vie. Un adulte a été sérieusement blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé et 11 autres personnes sont légèrement blessées. Le conducteur de l'autocar se serait endormi au volant. Une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires a été ouverte. Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants du conducteur étaient négatifs. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Le changement climatique est présenté comme un défi majeur pour notre planète et les scientifiques envisagent toutes sortes de solutions pour y remédier. Plusieurs d'entre elles appartiennent à ce que l'on appelle la géo-ingénierie, c'est-à-dire la manipulation délibérée à grande échelle du climat. Cette idée ne date pas d'aujourd'hui, on évoquait ça déjà dans les années 60, mais le grand boom est apparu avec la fameuse crise climatique. Du côté des partisans, on voit ça comme une solution presque miracle, car elle permettrait de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre et même refroidir la planète. Mais cette approche radicale est-elle sûre? Eh bien, dans le camp opposé, les critiques soutiennent que cette idée est risquée et pourrait avoir des conséquences imprévues, voire même irréversibles. C'est notamment le cas du professeur Alberto Montanari, ancien président du panel climatique de la Fédération mondiale des scientifiques, qui a déclaré que la géo-ingénierie était extraordinairement dangereuse et une idée folle. Selon lui, cette approche pourrait perturber les écosystèmes et les cycles climatiques, entraînant des conséquences désastreuses pour la planète. Mais pour mieux comprendre de quoi il est question, je vous propose de faire un tour rapide des principales techniques envisagées. Parmi les techniques de géo-ingénierie proposées figure la gestion du rayonnement solaire, qui consiste à réfléchir une partie de la lumière du soleil vers l'espace afin de refroidir la planète. Pour y parvenir, plusieurs solutions sont envisagées. Injecter des aérosols dans l'atmosphère afin d'augmenter la fraction réfléchie de la lumière solaire ou de réduire le rayonnement entrant depuis l'espace à l'aide d'écrans solaires ou de poussière. Mais ces techniques pourraient engendrer une cascade de conséquences imprévisibles sur les écosystèmes et les cycles climatiques, à commencer par la perturbation des précipitations ou la réduction de la photosynthèse par exemple. De plus, un groupe de scientifiques du MIT a rapporté en 2020 que la géo-ingénierie solaire modifierait considérablement les trajectoires des tempêtes extratropicales, ajoutant que leurs résultats montrent que la géo-ingénierie solaire ne se contentera pas d'inverser le changement climatique. Au contraire, elle a le potentiel d'induire elle-même de nouveaux changements climatiques. Aussi, une autre technique de géo-ingénierie proposée est la fertilisation des océans,
qui consiste à ajouter des nutriments aux océans pour stimuler la croissance du phytoplancton, qui en retour devrait absorber le dioxyde de carbone. Une approche qui elle aussi pourrait avoir des conséquences imprévues sur les écosystèmes marins et pourrait entraîner la production de davantage de gaz à effet de serre. Ainsi, de nombreux scientifiques craignent que la géo-ingénierie climatique ne soit présentée à tort comme une solution miracle au changement climatique, conduisant à des essais à grande échelle sans tenir compte des risques et des incertitudes. En conclusion, la géo-ingénierie se présente comme une approche risquée et controversée pour lutter contre le changement climatique. Même si cela pourrait représenter des avantages notables, les risques associés à ces techniques sont importants et doivent être pris en compte. Et oui, car la chose à savoir est que les effets de cette géo-ingénierie pourraient être difficilement réversibles. Du coup, les conséquences pourraient durer des décennies, voire même des siècles. Alors, si nous n'y prenons pas garde, il se pourrait que l'on ouvre une véritable boîte de Pandore qui libérerait des problèmes potentiellement bien plus graves que l'actuel changement climatique. Dans le cas présent, la poursuite d'une solution technologique au problème climatique, basée sur la géo-ingénierie, ressemble à une sorte de fuite en avant, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le mythe d'Icare. Car à vouloir contrôler la pluie et le beau temps grâce à notre technologie, en voulant voler trop haut, nous risquons de nous brûler les ailes. Aussi, je vous laisse imaginer que cela donnerait si un pays décidait du climat à l'échelle de la planète. Surtout dans le contexte actuel, cela pourrait conduire à une instabilité mondiale accrue et à de nouveaux conflits. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et l'armée américaine a entrepris le largage de provisions alimentaires au-dessus de la bande de Gaza. Cette première série de largages autorisée par le président Joe Biden a impliqué 3 avions cargo larguant environ 38 000 repas prêts à être consommés. Les lieux de largage ont été choisis pour assurer un accès maximal aux paquets d'aide dans la partie sud-ouest de la bande de Gaza. Des pays s'organisent pour fournir une assistance humanitaire à la région par divers moyens, malgré les défis posés par la présence de troupes du Hamas dans les zones civiles. Et la Suède est sur le point de devenir le 32e membre de l'OTAN. Une cérémonie de levée du drapeau est prévue au siège de l'Alliance à Bruxelles pour officialiser cette intégration, suivie du dépôt des documents relatifs à l'adhésion au département d'État américain, qui est le dépositaire des documents de l'OTAN. Et aux États-Unis, justement, la plupart des Américains sont désormais favorables à un mur frontalier à la frontière du Mexique. L'initiative de construire un mur avait été lancée, on s'en souvient, par l'ancien président Trump, et Joe Biden avait fait marche arrière après son arrivée au pouvoir. L'immigration clandestine est devenue une préoccupation majeure pour les électeurs américains. Plus de 6 Américains sur 10 considèrent l'immigration clandestine comme un problème très grave. Et on va retrouver maintenant Vladia qui va nous présenter son bilan de l'économie chinoise. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Comment l'Occident doit-il interpréter la chute de l'économie chinoise? Le Wall Street Journal vient de publier un certain nombre de graphiques sur la deuxième plus grande économie du monde. En voici un aperçu. On commence par le marché immobilier chinois et les prix des logements. Ces deux éléments sont considérés comme les moteurs de la croissance économique du pays. Mais aujourd'hui, ils sont en chute libre. Les Chinois sont moins nombreux à vouloir acheter des logements et s'ils le peuvent, ils préfèrent ne rien acheter du tout. La consommation intérieure de la Chine a connu un déclin encore plus important que le marché du logement. Les investissements dans le secteur privé perdent également de leur vigueur. Tous les signes semblent indiquer que la Chine est en train de subir une déflation. Mais ce n'est pas tout. Les tensions entre la Chine et l'Occident rendent les échanges commerciaux encore plus difficiles, avec une augmentation des droits de douane et des restrictions. Les autorités chinoises n'ont que peu d'options pour améliorer la situation, si ce n'est d'injecter davantage d'argent dans les usines et les industries nationales, dans l'espoir de relancer l'activité. Les investisseurs étrangers cherchent activement des alternatives pour éviter la Chine. Les entreprises étrangères suivent la tendance et cherchent à se délocaliser. De plus, la Chine est confrontée à la pire crise démographique qu'elle ait connue depuis des décennies. Des enquêtes révèlent un nombre considérable de décès pendant la période de la pandémie.
En outre, le taux de natalité actuel de la Chine est inférieur à ce qu'il était à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ces problèmes se traduisent par une diminution de la main-d'œuvre et un vieillissement de la population. Et pour couronner le tout, Pékin est également aux prises avec des niveaux d'endettement stupéfiants. Selon l'analyse du Wall Street Journal, la dette globale de la Chine représente aujourd'hui plus de 300% de son PIB. À titre de comparaison, le journal indique que la dette américaine représente un peu plus de 250% du PIB. La croissance économique de la Chine est aujourd'hui inférieure à ce qu'elle était avant la pandémie, et de nombreux experts doutent que l'économie reprenne sous le contrôle du Parti communiste chinois. Dans le monde réel, ce géant au pied d'argile est bien plus en difficulté que l'Occident. La différence d'impression vient de la couverture de l'information à ce sujet. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec l'un des plus grands peintres de la Renaissance. Ce peintre s'appelle Raffaello Sanzio, plus connu sous le nom de Raphaël. Influencé par Léonard de Vinci et Michel-Ange, il s'est rendu à Rome pour travailler sous la protection du pape Jules II, décorant entre autres les salles du Vatican et la Villa Farnesina. La Madone du Grand-Duc est un bel exemple de sa recherche de la perfection. En comparaison à ses prédécesseurs, il a su atteindre une simplicité et une harmonie parfaite, créant un modèle artistique dominant jusqu'au XIXe siècle. Sa vie a été courte, mais il a produit une quantité impressionnante d'œuvres. Son talent et son exigence ont fait reconnaître sa peinture comme un sommet artistique de son vivant. Selon la revue d'art Rivage de Bohème, il n'était pas considéré comme un humain ordinaire par ses contemporains, mais comme un être spécifique, intermédiaire entre l'humain et le divin. L'influence de Raphaël était telle que le peintre et critique Giorgio Vasari a parlé de lui en ces termes. La nature fit ce présent au monde lorsque, vaincue par le génie sublime et terrible de Michel-Ange Buonarroti, elle voulut l'être aussi par l'art et l'amabilité de Raphaël. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, excellent début de semaine. À demain.